Bonjour à toutes et à tous. On va passer quelques minutes aujourd'hui à vous partager les résultats des différentes attentes et comportements des Français dans le cadre de l'étude qu'on fait maintenant depuis 3 ans avec les équipes d'Harris Interactive sur le palmarès des entreprises les plus crédibles en matière de communication. L'objectif, c'est de vous donner un overview vraiment global sur la vision, sur les attentes, sur les comportements des Français par rapport au sujet de la crédibilité des marques, mais beaucoup plus comme on le verra tout à l'heure. Dans une deuxième partie, on aura l'occasion de vous partager les résultats de ce palmarès avec plus de 250 entreprises qui sont benchmarkées. On aura l'occasion de revenir avec Delphine et Axel sur la méthodologie employée au travers de cette étude. Donc, troisième édition du palmarès des entreprises les plus crédibles en matière de communication. Une première partie qui va être vraiment dédiée à l'ensemble des résultats, la vision des Français sur ces sujets de crédibilité en matière de communication. Une deuxième partie qui va être dédiée aux résultats secteur par secteur et de manière globale de la crédibilité perçue des marques, mais aussi, et c'est une nouveauté cette année, de la performance perçue de la communication des différentes entreprises. Et puis on passera un temps ensemble pour vous restituer vos résultats, les résultats de votre entreprise dans votre secteur d'activité, dans un moment qu'on passera ensemble à la suite de cette vidéo et de cette intervention. Alors pour commencer, je vais vous présenter nos invités. Delphine d'Harris Interactive, Axel Salmon d'Epoca, et ils vont réagir sur les différents sujets. Delphine, un petit mot pour commencer? Ravi de vous retrouver pour cette troisième édition qui, comme les précédentes, nous réserve quelques bonnes petites surprises et confirme aussi des tendances qu'on avait vues émerger déjà lors de la première édition, avant la crise sanitaire. On va regarder aussi, on est un peu presque, sans doute, espérons-le, à l'issue de la crise sanitaire, on va regarder comment tout ça a pu faire bouger, modifier aussi le regard que les Français portent sur les entreprises et leur communication de manière générale. Et on ira, vous le verrez dans le détail, sur quels sont les leviers de crédibilité pour les communicants d'entreprises aujourd'hui. Très bien, un petit mot quand même sur Harris Interactive. Harris Interactive, donc c'est un institut français et à rayonnement très international et pluridisciplinaire. Je pense que c'est important. C'est un institut dans lequel on va trouver des expertises sur des champs très très différents. Bien évidemment, celui dont on parle là, la communication d'entreprise, mais aussi, vous le savez, bien évidemment, une expertise en électoral, en politique, en opinion, et puis des expertises aussi sur vos marchés à tous, en grande consommation, en luxe, en services, en médias, en santé également. Donc un institut dans lequel on croise beaucoup nos expertises, qui fait la richesse aussi de toutes nos études. Voilà, on s'appuie, vous le savez aussi sans doute, sur un panel qui est l'un des plus gros panels au monde aujourd'hui, qui nous permet d'avoir des ressources absolument incroyables pour conduire nos études en France et dans beaucoup de pays. D'ailleurs, c'est à partir de ce panel qu'on a pu réaliser cette étude auprès de 5000 Français, mais on en reviendra dessus tout à l'heure. Merci. Axel, un petit mot sur toi, sur Epoca? Donc effectivement, Axel Salmon, moi au sein d'Epoca, je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui va être stratégie de marque et accompagnement de la transformation. Je veux juste insister sur la grande utilité pour nous en fait de ce type d'outil, ce baromètre. En plus, maintenant qu'il commence à s'installer, on peut avoir des outils tendanciels pour pouvoir analyser tout ça. C'est un outil de travail extrêmement précieux. J'espère qu'il vous sera tout aussi utile, puisqu'on va parler quand même de raison d'être, on va parler de sujets à privilégier, on va parler de canaux, on va parler de beaucoup de choses qui vont, je l'espère, vous permettre de prendre les bonnes décisions dans l'année qui s'ouvre par rapport justement à vos sujets et priorités de communication. Un petit mot sur Epoca et sur Epoca Up. Alors effectivement, au sein de la galaxie Epoca, on a la chance d'avoir depuis 2019 une filiale dédiée aux startups, dont j'ai le plaisir de m'occuper d'ailleurs depuis janvier, en sus de mes activités au sein de l'agence sur la stratégie de marque et la transformation. Et c'est une très très belle dynamique en 2022. Donc là aussi, on est tout à fait enthousiaste et je me tiens à votre disposition évidemment pour vous en dire plus, vous présenter nos offres et nos belles références de startups. Donc par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est tout ce volet Open Innovation avec la trentaine de startups et de scale-up qu'on accompagne en lien avec nos 350 clients. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, on va intervenir vraiment sur tous les sujets du marketing et de la communication, d'allier le meilleur d'une grande agence capable d'intervenir sur des sujets complexes, globaux en termes de stratégie de marketing et de communication,
communication tout en ayant une agilité et une performance à toute épreuve. On est issu de ces petites agences et on veut vous faire évidemment bénéficier là-dessus. Et sur le volet start-up aujourd'hui, 3 grands volets d'accompagnement pour les start-up et les scale-up, des sujets d'equity the story, on va vraiment travailler sur l'offre, sur le récit, sur la mise en musique de la marque par rapport à tout ça, tout ce qui va permettre à ces start-up de grossir, de grandir, de se développer. Et 3e volet, tous les volets de personal branding et d'influence au sens large. Évidemment, c'est des choses qu'on met en place pour vous au cœur des grandes entreprises ou institutions que vous représentez, mais c'est aussi des sujets qu'on a agilisés avec les startups. On va maintenant, Delphine, rentrer dans la méthodologie de ce palmarès. Tu peux nous redonner un petit peu les grandes lignes avant de rentrer dans les résultats? Un petit mot rapide sur la méthodologie, mais c'est toujours important parce que c'est la 3e édition et nous avons suivi strictement la même méthodologie. C'est important pour pouvoir évidemment tracer des évolutions. Donc toujours une enquête réalisée en ligne, de la même manière que les éditions précédentes. En fin d'année 2021, retenons la période tous ensemble auprès de donc notre panel propriétaire Harris Interactive avec un échantillon qui est assez unique. On travaille donc sur 5000 répondants, ce qui est assez rare pour ce type d'enquête représentative de la population française des 18 ans et plus, bien sûr. Et Mathieu l'a dit, pour le palmarès, on teste 258 exactement entreprises avec cette question, est-ce qu'on fait confiance dans la communication de ces 258 entreprises qui rayonnent dans 27 secteurs d'activité différents. Ce sera l'occasion, vers la fin de cette présentation, d'aborder ce palmarès, ces classements et surtout, avec tout ce qu'on aura regardé avant, de comprendre pourquoi telle position dans le palmarès, pourquoi telle entreprise finalement est jugée plus crédible, perçue plus crédible. On regardera quels sont les leviers, bien évidemment, qui expliquent ce palmarès. Donc une vingtaine de questions qu'on va maintenant décrypter avec vous deux sur justement la vision des Français sur un certain nombre de volets en termes de crédibilité de la communication. Donc évidemment très intéressant sur votre stratégie, pour votre stratégie marketing et communication. Et dans un deuxième temps, 3 questions qui étaient posées sur les 258 entreprises. Est-ce que je connais? Je mesure la notoriété. Est-ce que je trouve que la prise de parole dans l'espace public est crédible? Et 3, est-ce que je trouve que la communication est réussie? Donc ça vous offre véritablement une analyse assez extraordinaire, un état des lieux sur toutes les populations, par CSP, par âge, par région, etc., etc. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Alors justement, au programme, les différents sujets qu'on va aborder. Premier sujet, quels sont les sujets portés par les entreprises qui retiennent l'attention? Qu'est-ce qui aura marqué et qui plus est pendant cette période de crise sanitaire? Quelles sont les communications qui sont jugées crédibles? Quel type de communication on doit avoir finalement pour être crédible, pour avoir de l'impact? Quels sont les canaux? Et on le verra, c'est la 3e édition, des vraies évolutions. Tout ne bouge pas. Il n'y a que certains journalistes qui pensent que tout bouge et tout change d'une année sur l'autre. C'est absolument pas le cas. Vous verrez, il y a beaucoup de stabilité, mais il y a des sujets notamment sur les canaux qui bougent par rapport à tout ça. Quelles sont les attentes en termes de prise de parole des dirigeants, de vos dirigeants au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qui va avoir de l'impact? Qu'est-ce qui va en avoir moins? Ou au contraire, qu'est-ce qui est contre-productif par rapport à tout ça? On est en période de présidentielle, on est en période de législative, on est en période d'élection. Est-ce qu'il faut prendre la parole? Oui, non. Qu'est-ce qu'en pensent les Français du côté entreprise? Et puis, comme l'évoquait Axel, en termes de raison d'être, de raison d'agir, quels sont les engagements qui inspirent la confiance? Et réciproquement, qu'est-ce qui va générer de la méfiance et finalement moins d'efficacité pour votre communication? On rentre tout de suite dans le cœur du sujet avec cette première partie, avec l'entreprise, effectivement, qui est un acteur de plus en plus crédible. Delphine, qu'est-ce qu'il en est? Et cette question qu'on surveille toujours de très près, dès qu'on a les résultats, cette question, elle nous permet de mesurer effectivement la confiance qui est accordée dans la prise de parole des entreprises. Et cette édition nous a réservé encore la bonne surprise de voir encore une progression de la crédibilité de la parole des entreprises. C'est un +2 par rapport à 2020, +2 dans un baromètre comme ça, c'est assez intéressant. Et puis surtout, regardez, ça nous amène à un +7 points depuis 2019, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises au sens très large sont le 3e acteur à égalité quasiment avec les élus locaux en termes de confiance, encore une fois, dans leur prise de parole. On a les scientifiques et l'association qui, historiquement, restent les acteurs auxquels on prête le plus attention dans leur prise de parole. Mais vous le voyez, les entreprises aujourd'hui se sont hissées quasiment, pas plus très loin quand même de ces 2 premiers acteurs. Et surtout, encore une fois, égalité avec les élus locaux dont on sait, là encore, historiquement, que ce sont les élus de la proximité dont la parole est toujours jugée depuis l'histoire de notre République, toujours jugée crédible
et à laquelle on donne confiance. Les entreprises aujourd'hui sont assez loin devant, vous le voyez, en termes de niveau de confiance. D'autres acteurs qui rayonnent dans le monde économique, les économistes, les fédérations professionnelles par exemple, les entreprises ont pris la tête en termes de confiance dans la prise de parole et surtout très loin devant les professions de journalistes, les syndicats également, et puis on va dire le reste des élus politiques nationaux, bien évidemment. Alors, quels sont les mouvements? Axel, tu voulais dire un petit mot? Non, mais effectivement, pour nous, c'est extrêmement utile comme information. Cette progression, elle est aussi en miroir de la défiance que l'on sait sur tout ce qui va être institution régalienne. On voit que les membres du gouvernement sont effectivement plutôt en queue de classement. Après, si cette entreprise, elle est perçue comme crédible, c'est aussi parce qu'elle est perçue comme en capacité d'action. Et on le voit bien, on a des répondants. On sait, le panel est très robuste, mais qui vont répondre parfois au fil du baromètre en citoyen ou en collaborateur ou en consommateur, en usager. Et voilà, on voit bien que ces trois visages un petit peu des répondants, ils sont de plus en plus mêlés et que quelque part l'entreprise, elle parle de plus en plus non seulement aux consommateurs et à l'usager, mais aussi de plus en plus évidemment aux collaborateurs, mais surtout aux citoyens. On va le retrouver, ça va être un petit peu le fil rouge. Vous avez ici un tableau de l'évolution de la confiance avec des choses très très stables pour beaucoup d'acteurs. C'est impressionnant la stabilité. Finalement, quand je disais le +2 des entreprises est assez remarquable, c'est que dans ce paysage global de stabilité, ce sont les entreprises qui continuent à gagner en confiance. On se rappelle quand même, on part de loin. On se rappelle des années encore pas si lointaines d'un contexte de défiance dont parlait Axel à l'égard des entreprises. À l'exception peut-être des toutes petites, celles qu'on connaissait à côté de chez soi. Mais enfin, le monde de l'entreprise, de manière globale, était quand même très empreint de défiance de la part des Français. On est passé à quelque chose de très nouveau et ça se voit dès le début du baromètre. Le contexte de la crise sanitaire n'a fait plutôt, et c'était ça aussi la bonne nouvelle, ce contexte n'avait plutôt qu'amplifié d'une certaine manière ce mouvement au moment où on a vraiment, peut-être c'est ça l'enseignement majeur, besoin peut-être de plus en plus des entreprises, comme le disait Axel, non seulement en tant que client, mais aussi en tant que salarié et citoyen. Donc une voix des entreprises attendue et entendue par nos concitoyens. Il y a des relais de tout ça. On parle là de prise de parole des entreprises de manière générale. On a essayé de regarder un petit peu quels étaient les meilleurs ambassadeurs, finalement les meilleurs relais de ces prises de parole, de vos prises de parole. On a ce bloc dans lequel on va ranger les relais qui drainent, qui génèrent de la confiance, presque mécaniquement, une confiance très élevée. On va trouver là un écosystème de l'entreprise qui se décline autour des clients d'abord, et c'est d'abord quand même les premiers relais de la confiance dans la parole de l'entreprise. Juste après, c'est très intéressant, Axel, tu faisais référence à l'entreprise employeur. Les collaborateurs sont le deuxième relais de confiance de la prise de parole des entreprises, suivi des partenaires associatifs. Je parlais d'écosystème, c'est un écosystème assez large, on le voit. On va jusqu'à associer des partenaires dans l'entreprise pour porter et pour rendre encore plus crédible cette prise de parole. On a d'autres acteurs, et ce n'est pas inintéressant de voir que cette année, on a là encore un paysage de stabilité globalement, avec deux petites progressions. C'est très stable encore, c'est impressionnant. Mais deux progressions, regardez-les. Les dirigeants des entreprises et les actionnaires de l'entreprise, qui sont plutôt en milieu fin de tableau, mais qui cette année, à la faveur de ce regain global de confiance dans la parole des entreprises, eux aussi connaissent une évolution positive, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une écoute aussi, peut-être un petit peu plus attentive à la parole, non seulement de l'entreprise, mais de ses dirigeants. Mais Axel, je pense que tu souhaiteras rebondir là-dessus. Nous, c'est des chiffres qu'on aime bien voir chez Epoca, parce que quelque part, ça valide aussi une de nos convictions, qui est que l'entreprise n'est jamais aussi crédible que quand elle donne la parole justement à ses parties prenantes les plus directes. Et on le constate depuis un certain nombre d'années que la communication descendante, verticale, déclarative, ça marche de moins en moins bien. Il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur ces relais d'influence, d'opinion naturelle que sont évidemment les clients. Et on va le voir dans l'étude, la qualité des produits et du service est toujours un facteur de crédibilité extrêmement fort. C'est ce qui fonde le contrat de confiance entre l'organisation, entre l'entreprise et ses clients. Et évidemment, on le sait aussi, on y travaille énormément chez Epoca, les collaborateurs sont des relais extrêmement puissants de la parole de l'entreprise et des vecteurs de crédibilité extrêmement forts. On sait que les publics sont extrêmement vigilants à la façon dont l'entreprise travaille avec ses collaborateurs, assure leur bien-être et leur trajectoire de carrière.
Donc en termes d'advocacy, plus que jamais, s'appuyer sur ses collaborateurs, sur ses clients, et puis des partenaires externes qui vont porter une voix qui va être crédible et qui va rendre votre communication d'autant plus efficace. Moi, je suis aussi marqué du peu d'évolution, donc on est sur vraiment des éléments extrêmement stables sur lesquels on peut s'appuyer de façon durable. Alors justement, en termes de prise de parole, on posait une question aux Français, une question ouverte cette année en leur demandant finalement est-ce que vous pouvez citer des dirigeants et dont vous vous souvenez en termes de prise de parole. Alors le résultat est écrasant, mais on voit aussi un certain nombre d'autres choses ressortir. Delphine, on te laisse commenter ça. Une grande stabilité quand même sur le résultat qui apparaît en gros en grand là, Michel-Édouard Leclerc qui est année après année est le dirigeant le plus mentionné. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on voit quand même un léger regain de confiance dans la parole des dirigeants, ce qui fait que cette année ça s'est un peu élargi. Alors on a toujours Michel-Édouard Leclerc, mais on a d'autres personnalités autour de lui. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'internationales, puis il y a beaucoup de GAFAM évidemment, mais ça c'est lié on va dire au pouvoir médiatique d'une certaine manière de ces entreprises-là et de leurs dirigeants, mais on voit quand même de belles mentions de Bernard Arnault, pour ne pas les citer, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, Martin Bouygues, François Pinault, etc. Donc des patrons emblématiques d'une certaine manière de ces grands fleurons de l'industrie française, l'industrie du luxe ou l'industrie au sens plus strict du terme, qui incarnent ce qu'on va retrouver quand même comme fil rouge aussi au fil de la présentation, c'est ce crédit donné aussi à ce qui est Made in France, français, et qui incarne et qui symbolise cette réussite à la française. Très bien, deuxième partie, question que je évoquais tout à l'heure sur la campagne présidentielle. Est-ce que finalement c'est un bon moment pour prendre la parole ? En tout cas, ce n'est pas un moment qui est neutre pour les organisations. Tout est très lié. On voit bien, quand on l'a dit, la parole des entreprises est attendue, est entendue, et on le voit. Elle est également attendue en période exceptionnelle, en période de crise. On en avait beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, et on a vu qu'il y avait même une frustration exprimée par notre panel que l'entreprise ne s'était pas suffisamment positionnée sur ces problématiques. Là, on voit que, on va le voir dans quelques instants, que ce gap s'est un petit peu comblé, mais c'est vrai qu'on a été très tenté dans cette édition de se poser la question de savoir si, dans une période électorale, est-ce que l'entreprise est attendue dans l'opinion publique sur des thématiques qui vont la concerner directement et indirectement? Et là, pour le coup, la réponse est assez écrasante. Elle est encore plus vraie chez les jeunes. Et elle est encore plus vraie chez les jeunes. On parle beaucoup de cette génération qui est très distante, très éloignée du fait politique, de la campagne électorale, etc. Très clairement, les jeunes ont envie que les entreprises animent, ou en tout cas participent d'une certaine manière à ce moment, plus qu'une campagne, à ce moment particulier dans lequel on va aborder toutes les thématiques finalement qui intéressent, qui préoccupent les Français. Encore une fois, des problématiques de clients, des problématiques de salariés et des problématiques de citoyens. Et donc l'entreprise a sa place, puisqu'on a vu que forcément, de plus en plus, elle doit rayonner sur tous ces aspects qu'on vient de décrire. Alors justement, sur quel thème est-ce qu'elle doit prendre la parole pour les Français? Quels sont les sujets qui ressortent? On voit, il y a beaucoup d'entreprises qui nous sollicitent aujourd'hui chez Epoca pour les accompagner dans cette prise de parole, dans cette période si particulière, mais clé aussi en termes de stratégie de communication à différents niveaux, que ce soit en termes d'influence ou que ce soit en termes d'activité. Quelles sont les thématiques attendues par les Français? Le point qui est intéressant sur ce slide, c'est que là, c'est une réponse spontanée. Donc, c'est vraiment le top of mind. Donc, qu'est-ce qui arrive spontanément? Et là, on voit bien qu'il y a une réponse qui est écrasante, qui est la thématique environnementale. Ce qui traduit aussi une certaine anxiété, une certaine angoisse par rapport à ces sujets-là. Et on l'a dit tout à l'heure, comme l'entreprise est perçue comme ayant une capacité d'action, immédiatement, on va l'associer à ce sujet et on va avoir envie qu'elle se positionne et qu'elle agisse sur ce sujet. Et puis le deuxième sujet qu'on voit en filigrane dans les autres réponses, c'est plutôt des thématiques qui sont liées à l'emploi. Oui, on voit salaire, travail, emploi, salarié. Socio-économique au sens large, mais c'est assez fascinant de se dire que si on regarde tous les sondages d'opinion, au sens très large du terme, sur la période, quand on demande aux Français la question très classique, quelles sont vos préoccupations, spontanément, on aurait à peu près les mêmes termes qui reviennent. Là, la question, c'est pas quelles sont vos préoccupations, c'est de quoi les entreprises doivent parler. Et on voit bien on touche à peu près au même registre, au même thème. Encore une fois, l'entreprise aujourd'hui déborde d'une certaine manière de son cœur d'activité historique et central pour pouvoir, en tout cas, on attend d'elle qu'elle aille sur des sujets de société au sens très très large. L'environnement, tu l'as dit, qui est écrasant. Il ne faut pas que ça fasse oublier tous les sujets socio-économiques qui est derrière. On le voit ici, d'ailleurs.
Ouais, peut-être on continue sur les sujets sur lesquels l'entreprise, pour le coup, est attendue de façon un petit peu plus structurée. Donc, on proposait un certain nombre d'items de réponse aux 5000 Français. Qu'est-ce qui ressort, Delphine ou Axel? Relocalisation, relance de l'économie française, contribution au recul du chômage, on est bien quand même là sur des sujets au cœur de l'entreprise et des sujets économiques avant tout, clairement. Mais regardez, si on descend un petit peu la liste, on va retrouver des sujets d'engagement, des sujets sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Je vais en citer quelques-uns. L'égalité femmes-hommes, la transition énergétique, la revoilà, la diversité et l'inclusion d'entreprise. Voilà, tous les sujets de société qui ont pris place, plus ou moins, dans le moment électoral, mais qui sont aussi des sujets qu'on aimerait que l'entreprise également aborde dans ses prises de parole. Au moins aborder, on verra ensuite qu'on attend même plus qu'une prise de parole là-dessus, mais au moins qu'elle prenne la parole sur ces sujets. C'est intéressant de voir la comparaison avec le slide d'avant, puisque pour le coup, sur le slide d'avant, on était en spontané total, alors que là, justement, quand on est sur cette liste, on va pouvoir avoir effectivement une réponse qui est différente. Et la réponse, elle n'est pas neutre quand même. Sur les 2 premiers items, quand même, on voit bien que cette entreprise, elle est attendue dans le débat public, ça on l'a bien compris, mais elle a aussi attendu pour être de plein pied dans son territoire et dans l'économie française, et agissante au plus près justement de nos répondants. Donc forcément, relocalisation, Made in France, Back to Local, et puis voilà, action dans l'économie française, sa capacité d'être un acteur de la relance. On voyait les acteurs crédibles tout à l'heure, finalement c'est assez logique, cette proximité nécessaire à la crédibilité. Et donc c'est important. Le sujet de l'environnement, effectivement, en macro, il ressort en attente. Mais attention, on le verra tout à l'heure, attention à ne pas passer dans une surcommunication sur le sujet, mais d'être vraiment dans une communication de preuve et concrète. Sinon, c'est au contraire l'effet inverse qui va ressortir. Et quand on regarde les préoccupations concrètes des Français, finalement, on est effectivement back to basics sur des sujets très concrets, très opérationnels, avec une attente que l'entreprise se positionne dessus. Donc vous avez des choses et vous devez avoir un discours sur le sujet. On verra tout à l'heure qu'il y a même des sujets attendus de projection des entreprises dans l'avenir, qu'elles nous donnent un petit peu des repères pour l'avenir. Il y a un enseignement très intéressant sur cette question, si on regarde le slide suivant, c'est que pour le coup, là, on a vraiment un effet de génération. Si on prend la hiérarchie des 18, des plus jeunes, des 24, versus celle des seniors, on va quand même avoir une réalité différente, voire très différente. Les jeunes, ils vont nous parler de quoi en termes d'attente, encore une fois, à l'égard de la prise de parole des entreprises? Du travail. Ça tourne autour du travail. Égalité femmes-hommes en première position, c'est à souligner. Voilà. Contribution au recul du chômage, évolution des métiers et formations professionnelles, encore une fois, la projection dans l'avenir, qui est évidemment très important dans ces générations-là. Les modèles de production, la production responsable, les nouveaux modes de travail. Voilà, ça, c'est la hiérarchie des plus jeunes. Donc l'entreprise, elle a une parole forte à porter sur ces sujets-là quand elle s'adresse notamment, quand elle travaille sur sa marque employeur, sur son attractivité employeur auprès des jeunes générations. Il y a un discours clairement porté là-dessus. De l'autre côté, on a nos seniors qui, eux, vont rester, ce que tu disais, Axel, beaucoup plus sur le territoire naturel des entreprises, on va dire, l'économie que les relocalisations de Made in France, la participation à la relance et la contribution au recul du chômage. Donc voilà, des générations qui... Ça dit des choses quand même. On l'a vu globalement sur le slide précédent, les sujets économiques ont leur vraie place. Mais attention, les jeunes générations attendent un tout petit peu autre chose de leur côté. Alors ce petit gap générationnel, c'est aussi un des enseignements fil rouge de cette étude. On a eu l'occasion d'en parler avec Delphine et ses équipes, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits de l'étude, que ce soit en termes de préoccupations, de sujets, de canaux. Ça, on voit bien typiquement que pour les enseignements en termes de stratégie de communication, ça peut avoir des conséquences assez décisives selon les typologies de public que vous cherchez à toucher. Mais en tout cas, l'étude montre bien qu'il y a une vraie distinction générationnelle sur un certain nombre de points. On aura l'occasion évidemment d'en rediscuter lors de vos restitutions personnalisées où on sera justement capable de décrypter comment votre marque est perçue en termes de crédibilité en fonction de l'âge, en fonction de la CSP, en fonction de la localisation géographique. Et ce sera évidemment très intéressant à aller regarder sur le sujet, encore une fois, de la connaissance de la marque, mais aussi de sa crédibilité et de sa performance. Troisième partie, raison d'être et raison d'agir. Quels sont finalement les engagements qui inspirent la confiance de l'entreprise? Quels sont les sujets sur lesquels non seulement vous êtes sans doute légitime à prendre la parole, c'est bien, mais avec un effet bénéfique pour la suite dans le cadre de votre stratégie de communication? Puis on le sait, généralement, ce sont des sujets sur lesquels vous vous êtes positionné, sur lesquels vous avez commencé déjà à travailler. Certains d'entre vous ont une certaine maturité en la matière. C'est évidemment très lié à tout ce qu'on se dit depuis le début. À partir du moment où, effectivement, on attend de l'entreprise
qu'elle ait, on va dire, un impact social plus fort, qu'elle exprime son utilité sociale et sa trajectoire d'utilité sociale, nécessairement, c'est des sujets sur lesquels il faut structurer sa communication et sa prise de parole, voire engager une certaine forme de transformation pour pouvoir être au niveau des attentes et des engagements de l'organisation. Alors c'est une question évidemment qu'on suit beaucoup depuis 2019, depuis la loi Pacte. C'est des sujets de préoccupation qui sont extrêmement importants. La question qu'on s'était posée l'année dernière, c'était un enseignement très intéressant de la dernière édition. On avait justement eu cette bonne intuition de glisser ces questions sur la raison d'être, et donc on avait pu effectivement mesurer un petit peu à la fois la notoriété, la compréhension, mais aussi la perception de cette mécanique, avec effectivement ce risque qu'on percevait, que ce soit un alibi de communication et que ce soit effectivement une mécanique un petit peu artificielle. Là, en fait, ce qu'on constate, c'est que ces notions d'engagement des entreprises sont évidemment souhaitées, mais effectivement sont remarquées. On voit que la communication des entreprises, en tout cas le panel a répondu favorablement. Ils ont remarqué une évolution de la communication des entreprises. On voit bien qu'il y a c'est particulièrement le cas chez les populations les plus jeunes, les 18-24 et les 24-34. Donc c'est remarqué et c'est perçu comme étant une bonne chose. Et là, pour le coup, de façon totalement écrasante. Donc ça confirme bien que vraiment plus que jamais l'entreprise, elle est vraiment attendue sur ces questions d'engagement au-delà de son activité économique immédiate. Sans qu'il y ait totalement de saturation, c'est une question aussi qu'on se posait, parce que plus les années passent, puis on se dit que le terrain est forcément de plus en plus occupé. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous saisir de ces sujets de communication, bien sûr. On voit la différence entre je l'ai remarqué et je l'attends. Oui. Il y a quand même un gap de 40 points. Donc ça veut dire qu'il y a de la place encore pour tenir ce discours. Mais effectivement, on le voit quand même aujourd'hui, ça parle à une majorité courte, certes, 52%, mais ça parle quand même à une majorité de Français, ce qui n'était pas tout à fait prévisible encore il y a 2 ou 3 ans. Et puis vous le voyez, il y a ce petit carré bleu, là, les 20%, quasiment 19%, qui nous disent, je vois même bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est plus seulement, j'en ai entendu parler, la notion me parle, mais ce que je commence quand même à mieux comprendre, ce qu'on met derrière, et c'est encore plus vrai, là encore, chez les plus jeunes, qui sont sans doute aussi plus attentifs. On le voit dans les sujets qui les attendent, plus attentifs à la notion même et à tout ce qui va être entrepris dans le cadre de la raison d'être. Et pour ce qui concerne un dispositif législatif relativement récent qui touche quand même des populations plus corporate, c'est quand même des chiffres intéressants. On le sait, par ailleurs, la réussite est plutôt là déjà. Et d'ailleurs, vous voyez, même on va un petit peu plus loin, c'est un peu une question... pas piège, mais de test, parce qu'une fois qu'ils nous ont dit oui, je sais ce que c'est, on a envie de savoir si vraiment ils mettent des choses derrière. La réponse est plutôt oui. En tout cas, ils mettent plus de choses, plus d'entreprises, de noms d'entreprises au moins, sans sûrement être capable de décliner les raisons d'être de toutes les entreprises, mais au moins, ils citent plus d'acteurs positionnés sur la raison d'être que l'année précédente. C'est plus 8 points. Oui, c'est assez marquant d'ailleurs, puisque l'année dernière, Danone ressortait très fortement, mais on avait finalement moins de monde, et on voit le travail que vous avez fait au sein des grandes entreprises, mais aussi le travail qui est fait par des plus petits qu'on ne voit pas ici pour des raisons de notoriété, mais c'est vrai, une assez bonne répartition finalement. Avec une prime au premier... on va dire, aux pionniers de l'histoire de la raison d'être, forcément. Mais comme tu disais, Mathieu, une émergence quand même de plus en plus d'entreprises qui ont communiqué récemment. On a des exemples de communication très récentes sur la raison d'être qui datent de printemps 2021, été 2021. On le retrouvera dans le palmarès d'ailleurs tout à l'heure, qui ont marqué quand même, qui ont fait leur chemin. C'est le cas de la SNCF. La SNCF, on voit bien que typiquement la communication, toute la campagne hexagonale autour d'une prise de parole beaucoup plus sociétale, un petit peu émotionnelle, là on voit bien que ça ressort. Allez, on va avancer. Donc, quelle est la perception de cette raison d'être plutôt très bonne. Très bonne chose, mais on voit bien, Axel disait, on s'est posé la question au début, est-ce que ça ne va pas être perçu comme un petit vernissage voilà. La réponse est plutôt non. Là encore, on a une courte majorité qui nous dit non, c'est vraiment, ça montre quand même que les entreprises, au moins, ont pris conscience du rôle qu'elles pouvaient jouer dans la société. On va voir. Mais déjà une stabilité par rapport à l'année dernière, où c'était la première année où la question était posée. Mais toujours un risque que l'on voit bien ici, notamment dans la surreprésentation des cadres et professions libérales. À la réponse, c'est une mauvaise chose, c'est surtout de la communication. Voilà, on sait que la ligne de crête, elle est extrêmement sensible. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le purpose washing et effectivement toujours soutenir d'éléments de preuve toute communication sur les engagements. Exact. Et du coup, la question qui suit, c'est est-ce qu'on commence à avoir une forme de preuve. Est-ce que celles qui ont défini la raison d'être sont aussi celles qui agissent ?
La réponse, là, pour le coup, est plus largement partagée. 2 tiers, 66% nous disent oui, les entreprises qui ont défini leur raison d'être, ce sont des entreprises qui agissent vraiment plus que les autres pour se rendre utile à la société. Donc ça va, la communication va avec déjà une perception d'une forme d'action, voire de preuve, de certaines entreprises en tout cas. C'est pas mal. Sur cette question Et le mouvement finalement que génère la communication est assez intéressant parce qu'évidemment, si vous êtes dans ces logiques-là, ou comme beaucoup d'entreprises, c'est que le sujet est important, c'est que vous avez envie de faire bouger les choses et le fait de le faire donne l'impression, qui est évidemment une réalité, que vous êtes en train de bouger et de faire bouger les lignes. Donc finalement, on est dans un cercle vertueux assez intéressant. Après, je pense qu'il y a toujours une prime d'image à la séquence, puisqu'on a quand même eu une séquence de crise sanitaire où on a vu des entreprises extrêmement agissantes, avec des démonstrations d'action qui ont marqué les esprits. Je pense que là, pour le coup, c'est aussi le début d'un nouveau challenge pour les organisations. On a beaucoup parlé lors de l'édition l'année dernière dans l'impact social, et des communications ou des actions qui étaient extrêmement visibles, qui avaient été très mémorisées par les Français sur toutes les actions de solidarité, notamment dans la période, ou d'acteurs responsables. Absolument. Face à une crise inédite quand même. On en trouve des traces, ça continue à monter un tout petit peu quand même, donc c'est une période assez favorable. En tout cas, c'est un chiffre qui engage. Ouais. Tout à fait. Merci. Sur les messages porteurs, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui rend justement les sujets qui sont perçus comme porteurs par les Français? Intéressant quand même. On a des vrais fondamentaux, voilà, de la crédibilité de cette prise de parole. Une prise de parole d'entreprise, elle est encore plus crédible si elle va s'appuyer sur des leviers très identifiés là. Des leviers vraiment entreprise en direction des clients, qualité des produits et des services, bien évidemment. Le fait qu'elle écoute ses clients, qu'elle communique avec eux, ce sont les 2 premières réponses données par notre échantillon de 5000 Français. Ce sont les 3 critères qui leur permettent de juger de la confiance qu'ils peuvent donner aux entreprises quand elles prennent la parole. Mais il n'y a pas que ça. On retrouve tous nos sujets quand même liés à la raison d'être, liés à la loi Pacte, liés à la responsabilité, à l'engagement de l'entreprise. Transparence affichée sur les résultats, c'est encore un gros tiers des Français qui la citent. Image en tant qu'employeur, on a un petit peu moins parlé depuis quelques slides là, mais très clairement, l'entreprise employeur, elle est indispensable dans le jugement qu'on va porter sur elle, on le reverra tout à l'heure. Et puis on va trouver l'autre pilier quand même fondamental de la RSE, l'engagement de la société en matière d'environnement également, et qui reste un des leviers très fort. On l'a vu, c'est arrivé très vite en spontané tout à l'heure quand on leur demande qu'est-ce qu'on attend des entreprises, de quoi elles doivent parler, l'environnement. On voit quand même que c'est aussi un prisme auquel on va juger de la confiance qu'on peut accorder. Mais quand même beaucoup plus bas, hein, donc à pondérer par rapport à l'analyse qu'on voyait tout à l'heure. Il y a quand même un triptyque assez intéressant. Les fondamentaux, Ouais. C'est-à-dire le contrat de confiance entre l'organisation et ses usagers et ses clients. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, la qualité des produits et services, la transparence, le dialogue, l'écoute. Donc c'est vraiment ce qui fonde la relation entre le client et son organisation. Après, en 4e position, la marque employeur, c'est quand même pas neutre. Alors, quels sont les sujets qui aujourd'hui sont les plus attendus en termes de prise de parole publique? Qu'est-ce qui ressort? Il y a quelques évolutions, mais enfin, quand même, la hiérarchie est quand même très intéressante parce qu'elle reste stable. Mais avec quelques mouvements quand même. Il y a quelques mouvements. Mais la hiérarchie quand même est très stable autour de conditions de travail et sujets RSE. En termes d'attente, si demain les entreprises doivent prendre la parole, les Français les attendent en priorité sur des sujets employeurs, conditions de travail, bien-être au travail. On a vu aussi que la période qui vient de Oui, c'est peut-être pour ça qu'on avait l'année dernière des résultats aussi hauts. Voilà, on a un petit recul là-dessus, mais ça reste quand même 43%, la première des exigences, des attentes en tout cas données. Et puis on revient effectivement sur des sujets, on va dire, plus traditionnels, plus au cœur, encore une fois, du territoire de l'entreprise, avec satisfaction client, par exemple, qui est quand même le 3e à égalité, des attentes en termes de prise de parole des entreprises. Stratégie pour l'avenir, je le disais tout à l'heure, besoin quand même de nous permettre de nous inscrire dans quelque chose, de nous donner des repères. Et puis on va monter aussi un tout petit peu, performance sur les résultats financiers aussi. Donc on recentre aussi à l'issue, on va dire qu'on n'est pas complètement sorti, mais on va dire au terme d'une crise sanitaire qui a quand même duré très très longtemps, on recentre quand même sur des sujets très au cœur aussi de l'entreprise. On le voit, ces évolutions portent sur ce recentrage
sur des sujets plus propres, on va dire, intrinsèques à l'entreprise. Puis par rapport à l'année dernière, juste en une seconde, peut-être le retour aussi des sujets de projection. C'est-à-dire qu'on sent aussi qu'on quitte un peu le moment pour pouvoir commencer à se reprojeter la stratégie pour l'avenir et l'innovation qui est en augmentation. C'est léger, certes, mais en fait, c'est assez significatif, puisque voilà, on sait que l'innovation, la valeur progrès, on était sur des variables qui étaient assez stables depuis quelques années, mais là, on voit qu'il y a une petite impulsion. Et on sent qu'il y a une volonté de pouvoir aller un peu plus loin. De passer à autre chose. Et peut-être, pour revenir sur le sujet précédent, peut-être le moment présidentiel aide aussi à ça, et nourrit aussi cette aspiration à avoir une vision de l'avenir. Alors, la confiance envers les entreprises est sujette à un certain nombre de menaces. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui fait qu'on a des doutes? À quoi on doit faire attention? Et évidemment, ça pose la question derrière, comment est-ce qu'on gère les situations de crise potentielle associées à tout ça derrière? On a un tableau inversé de ce qu'on a vu précédemment. On a vu qu'il y avait des relais forts de la crédibilité, mais ces relais, attention, ils peuvent être une forme de danger dès lors qu'ils vont prendre une parole critique ou négative sur l'entreprise. Les clients, les consos, on le voit bien, si l'entreprise est épinglée par une association de consommateurs, c'est la première des situations qui pourrait endommager la confiance qu'on porte à une entreprise. Un défaut survient sur ses produits ou ses services, encore une fois, le client. Voilà, si le client observe un défaut, ça peut se retourner contre l'entreprise ou encore lors d'une action collective, encore une fois, de consommateurs. Ça, c'est le premier risque, on va dire, la première catégorie de risque qui peut endommager la confiance. La deuxième, c'est quand même l'entreprise employeur. On a vu tout à l'heure en miroir que le deuxième, on va dire, meilleur ambassadeur de la prise de parole de l'entreprise, c'était ses collaborateurs. Ces collaborateurs peuvent aussi constituer une forme de risque pour l'entreprise, soit parce que l'un d'entre eux devient lanceur d'alerte, soit parce qu'un représentant de l'entreprise qui devait être exemplaire ne l'a pas été, un dirigeant par exemple qui aurait tenu des propos répréhensibles de sexistes ou racistes, etc. Et puis l'entreprise employeur, c'est aussi l'entreprise qui connaîtrait une fermeture de site ou un PSE, qui là pour le coup s'expose évidemment à une baisse de la confiance, voire un retrait de la confiance de son écosystème. Axel, un petit mot complémentaire? Non, effectivement, c'est en miroir de ce qu'on a déjà pu voir, effectivement. Donc, encore une fois, les fondamentaux, là, on a une population qui s'exprime vraiment en tant que d'abord consommateur, la confiance, cette relation avec l'organisation, mais très vite derrière, collaborateurs et citoyens avec une vigilance particulière sur aussi l'impact sur l'économie française, comme on a pu le voir, le sujet de relance, la fermeture d'un site ou PSE, on sait que c'est des choses qui sont extrêmement surveillées et qui doivent s'accompagner de façon extrêmement fine en communication. Et vigilance encore plus forte, encore une fois, des plus jeunes. On l'a vu sur les sujets attendus chez les jeunes, on le retrouve ici. Mais c'est aussi le cas par rapport à ça de l'autre côté, sur les attentes. Alors, quelles sont les entreprises qui ont été remarquées? On parlera tout à l'heure des résultats du palmarès. Les résultats du palmarès, c'est une liste fermée d'entreprises, plus de 250 entreprises qui sont citées, donc sélectionnées par les équipes d'Harris Interactive. Là, dans l'autre sens, on a posé des questions justement sur le sujet par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui rend le fait que les prises de parole soient crédibles dans le cadre de la crise sanitaire? Ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport, encore une fois, en comparaison des résultats de l'année dernière, où on avait senti cette frustration du panel avec des entreprises pas assez présentes sur ces sujets, déjà en termes de volume, puis en termes effectivement de réponse aux préoccupations, aux besoins, puis la question de la justesse, du ton, du tempo. Et là, on voit qu'on est sur quelque chose de très différent, puisqu'en fait, on est sur des résultats. En fait, ce que tu veux dire, Axel, c'est que toutes les entreprises qui nous ont écoutés l'année dernière ont bien travaillé et vous voyez directement vos résultats concrètement à l'écran. Donc, plus 9, vous avez écouté Delphine l'année dernière et vos résultats sont très bons, bravo et félicitations. En tout cas, c'est ce que révèlent ces chiffres. Et effectivement, la perception du panel, c'est que les entreprises ont été plus justes dans leur communication, ont communiqué à temps avec les bons éléments. Et on a vu, de toute façon, les benchmarks qu'on peut faire sont assez éloquents en la matière. Beaucoup d'entre vous se sont appuyés sur des communications non pas verticales mais horizontales, ont mobilisé leur corps social aussi pour être des vrais relais, des vrais vecteurs de communication, ont eu une attention toute particulière à la communication interne. On connaît un certain nombre de responsables de la communication interne qui sortent de cette séquence assez fatigués parce qu'il y a eu ce besoin de communiquer davantage parce que justement
il y avait une certaine distance qui s'était créée et que d'autres études montrent bien avec les conséquences que ça peut avoir entre l'organisation, ses collaborateurs, ses clients. Donc là, en l'occurrence, le déficit est complet. Ouais, donc la bonne nouvelle pour les communicants, c'est qu'il y a une attente des Français sur le fait que l'on communique, que les entreprises communiquent, plutôt un satisfecit d'évolution finalement par rapport à l'année dernière. On était dans une période compliquée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir qu'on continue tous à beaucoup travailler en termes de communication dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bravo, parce que franchement, il y a eu de gros efforts et ça se voit. C'est rare, des évolutions aussi fortes dans un baromètre d'une année sur l'autre. C'est significatif. On peut dire que ça se voit. Ça se voit, effectivement. Alors, sur les modèles d'entreprise, quelle est la crédibilité perçue des Français? C'est des choses qui sont assez ancrées, qui ne bougent pas, Delphine, d'année en année. Là encore, une hiérarchie assez stable. On a toujours ce registre de la proximité. Les premiers modèles d'entreprise dignes de confiance lorsqu'elles prennent la parole, ce sont les entreprises de proximité, ayant une forte composante locale ou territoriale. Si on élargit un peu la focale, qui sont françaises, qui ont leur siège en France. Voilà, donc c'est effectivement des entreprises qui rayonnent autour de soi. Deuxième registre qu'on retrouve, qui là encore existe depuis le début de ce baromètre, on va dire maîtrisable, petit et moyen, pas trop gros en tout cas. Et troisième registre, tout ce qui est coopérative, mutualisme, et associatif, qui, là encore, génère assez mécaniquement de la confiance dès lors que c'est ce type d'entreprise qui prend la parole. On ne le voit pas ici parce que les évolutions sont ténues, mais quand même, je tiens à les souligner. Vers le bas de la hiérarchie, on avait l'inverse, c'est-à-dire les gros, les puissants, les internationaux, les cotés en bourse, etc. On voit qui suscitait plutôt de la défiance majoritairement. Ça va un peu mieux. Ça se décrispe aussi. On parlait au tout début de l'évolution positive de la confiance dans les entreprises en général. Ça gagne aussi ces modèles-là d'entreprise qui jusqu'à présent étaient quand même perçus avec beaucoup de méfiance. Ça raconte aussi une certaine perception de la mondialisation quand même, puisque voilà, ce qui va générer de la défiance, c'est ces grandes entreprises du CAC 40 à dimension internationale qui sont perçues comme lointaines, alors que là, voilà, les entreprises proches du territoire, composantes locales, maîtrisés, comme tu dis, ou les modèles alternatifs, coopératifs, mutualisme ou associatifs, où là, effectivement, on va être sur des modes de fonctionnement différents. Donc ça aussi, c'est en termes de perception. Après, une grande entreprise internationale peut aussi être locale, donc c'est là où aussi vraiment vous pouvez jouer dans votre stratégie de communication par rapport à votre ancrage territorial, par rapport à votre proximité, par rapport à tout ce que vous mettez en place. Donc le digital global, c'est génial, mais le local, c'est indispensable. Et généralement, quand c'est perçu comme tel, c'est des entreprises qui remontent très haut dans nos classements. Peut-être ne pas se prendre complètement sur le terme de proximité, c'est la proximité physique, mais c'est aussi la proximité au sujet et aux préoccupations. Et on va voir dans le palmarès, il y en a qui sont des entreprises sont très très hauts dans le palmarès parce que, même sans avoir complètement d'antenne locale, elles savent répondre aux besoins, aux préoccupations des Français. Et donc là, justement, Delphine, les évolutions par rapport à 2019 tout à l'heure, on voit un peu le retrait, on va dire, c'est pas une évolution, mais il y a un retrait de la défiance en tout cas, à l'égard des plus grandes et des plus éloignées d'une certaine manière. Très bien. Justement, la question qui était posée en français, là c'est encore une fois une question ouverte. On leur demandait de citer des communications récentes d'entreprises autour de leurs engagements ou de leurs valeurs qui les auraient marquées. Sujet qu'on a balayé rapidement tout à l'heure, vous vous rappelez, environnement, diversité, inclusion, solidarité, impact social d'une certaine manière. On va trouver tout. Dans les citations, on en a mis quelques-unes ici, à la fois dans les noms d'entreprises citées, mais aussi dans les petits verbatims que vous voyez s'afficher ici. On va trouver de l'engagement sur la question environnementale, véhicules électriques, Renault, Peugeot, Tesla, etc. On le retrouvera dans le palmarès, vous allez voir. Sans surprise, énergie verte, Engie, Total, EDF, donc des acteurs qui ont su prendre la parole et qui ont été remarqués surtout sur tous ces sujets-là. Toujours dans ce registre de la préoccupation forte sur l'environnement, on a aussi la grande distribution autour de l'utilisateur ou le recours à des producteurs locaux, au circuit court, etc., qui a marqué aussi beaucoup les Français. Le moins de plastique, alors là, on est sur des très gros, très lointains comme Coca ou Amazon, mais qui ont réussi à se faire remarquer aussi sur une communication plus vertueuse aussi en termes de comportement environnementaux. Et puis les actions de solidarité. Je rappelle, on est en fin d'année 2021, on est encore, pour le coup, en pleine crise sanitaire, encore et toujours. C'est plus quand est-ce voilà, qu'on mais si on y était encore, je vous assure. Vous voyez le panier à 1 euro pour les étudiants, qui est cité côté Leclerc, par exemple. La mise à disposition d'une usine pour construire des respirateurs hospitaliers.
pour Peugeot. Voilà, donc on a ces deux types d'actions qui reflètent totalement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on remarque les entreprises, c'est aussi qu'elles ont su prendre la parole et se montrer crédibles dans leurs actions sur des sujets, on va dire, à impact social plus largement. Qui nous concerne directement ou indirectement. Et toute cette diversité de sujets et d'attentes sont quand même énormes. Pouvoir d'achat, parité, impact environnemental. Sur l'incarnation et la raison d'être des entreprises? Oui, on en a dit un petit mot tout à l'heure, Axel, tu citais SNCF tout à l'heure, mais c'est très cohérent avec ce qu'on vient de voir précédemment. Ce sont aussi des entreprises qui, dans le contexte et sur les sujets, encore une fois, de préoccupation, ont élaboré une raison d'être qui intégrait, je pense, bien, vraiment très bien, tous ces sujets-là et toutes ces attentes aussi des Français. Alors maintenant, on va parler des canaux. Quels sont les canaux qui génèrent de la confiance dans la perception des Français, là où vous diffusez finalement vos messages, avec des évolutions assez intéressantes sur l'impact de toute la partie télé, qui a une évolution assez remarquée, remarquable. On a des enseignements assez forts là-dessus. Télévision publique, télévision privée arrivent tous les deux avec des chiffres de progression qui sont considérables. À l'inverse, en miroir, effectivement, les grands quotidiens nationaux, la presse économique, la presse régionale, ça nous raconte quand même l'histoire d'une attente très forte sur les médias, de l'immédiateté, de l'image, de l'émotion, de l'actu chaude, les médias du commentaire aussi, versus des médias plus analytiques où effectivement on va être dans on va dire une analyse un peu plus dense avec des contenus d'actualité qui peuvent être plus froids. Donc voilà, ça raconte bien ce que l'on peut constater comme tendance, et du coup c'est un enseignement assez fort sur les choix et les arbitrages en termes de canaux de communication à privilégier. Les réseaux sociaux évidemment sont également en progression, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le gap générationnel, on voit bien que les équilibres qu'on pourrait imaginer sont relativement bien respectés. Tout ce qui va être moins de 35 ans va privilégier les réseaux sociaux, les médias pure players, là où effectivement les plus de 50 ans vont être sur plutôt le média télé qui est vraiment ancré dans leur quotidien, et les grands médias presse. Là où les cadres seront effectivement sur une sorte de mix, avec effectivement à la fois seront les plus consommateurs en termes de diversité, sur du quotidien, sur de la presse éco et sur des réseaux sociaux professionnels. On pense évidemment tous à LinkedIn. D'ailleurs, voilà. Justement, qu'est-ce que ça donne sur les réseaux sociaux, On va parler de la courbe, peut-être, tu disais à l'instant, c'est quand même encore relativement spectaculaire. La courbe, elle renvoie à « je n'ai pas confiance dans la prise de parole des entreprises sur les réseaux sociaux ». C'est bien ça la question, c'est quand vous utilisez les réseaux sociaux, quel effet ça produit. On voit que chez les générations les plus âgées, si vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, ça produit quand même plutôt de la défiance. À l'inverse, quand on est sur les plus jeunes, il n'y a pas de souci, il y a une crédibilité presque naturelle et spontanée des prises de parole sur les réseaux sociaux. En termes de hiérarchie des réseaux, alors pour le coup c'est stable, et depuis quelques années, on retrouve notre trio Facebook, YouTube, LinkedIn sans surprise, avec toujours cette moitié de la population quand même qui nous dit les réseaux sociaux, non, 51%, j'ai pas confiance dans une prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc c'est un espace encore un peu étroit, parce qu'on voit bien que ça concerne pas tout le monde et pas toutes les finalement chacun peut dire un peu n'importe quoi, n'importe où sur le sujet. Et plus on est âgé, plus on est méfiant, on le voit bien. Et dans cet espace un peu étroit, il y a quand même 3-4 réseaux qui tirent toujours leur épingle du jeu. Très bien. Question suivante qui était posée sur les formats de communication qui se prêtent le mieux à des prises de parole de la part des entreprises. Effectivement, ça c'est une nouvelle question, puisque un certain nombre d'entre vous ont travaillé sur leurs engagements, leurs raisons d'être. Après, une question compliquée qui vient derrière, c'est où est-ce qu'on place le curseur de la communication par rapport à tout ça, à la fois en termes de messages, mais aussi en termes de cadeaux. C'est pas une communication qui est neutre. Donc là-dessus, on voulait poser la question, et on a des résultats qui sont intéressants et qui sont assez en ligne avec ce qu'on pouvait imaginer. Là, encore une fois, l'entreprise n'est jamais aussi crédible que quand elle s'appuie sur ses parties prenantes. Et là, ça, c'est très clair, c'est le premier levier. Les témoignages des parties prenantes. Ça raconte vraiment un besoin, une envie, une nécessité de communication, de l'authentique, de communication de vérité sur ces sujets-là. On voit bien que typiquement la publicité, que ce soit spot TV, affichage, est assez bas. Tout ce qui va être communication
du twist créatif, perçu parfois comme manipulatoire. C'est vraiment très très bas dans les classements et on veut vraiment quelque chose qui soit perçu comme authentique. Donc du témoignage, du partenariat avec des associations, c'est concret, ça raconte effectivement une relation avec un acteur de la société civile qui en plus bénéficie, on l'a vu tout à l'heure, d'une très très forte crédibilité. Et puis la parole directe, hein, vraiment la parole sans filtre, la participation à des conférences, la prise de parole des dirigeants. Là on le voit aussi, hein, un certain nombre de dirigeants depuis le dernier baromètre ont énormément communiqué, hein, ont porté vraiment les destinées de leurs organisations à bout de bras, se sont exprimés dans l'espace public et on voit que c'est attendu et que cette parole directe, hein, non filtrée quelque part par des mécaniques publicitaires, elle est attendue. Alors évidemment, on voit également, c'est très lié aussi à l'item d'après, hein, publication de tribunes dans les journaux, hein, la parole, la vision qui est portée, qui est exprimée dans l'espace public. J'ai l'impression de voir une réponse à une stratégie de communication chez Epoca au travers de tout ça. Finalement, c'est plus que rassurant de voir quelle est la perception et les attentes des Français par rapport à tout ça. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Axel. On va maintenant passer à la partie suivante pour vous présenter avec Éric Revel les résultats de ce palmarès des entreprises les plus crédibles en matière de communication. On va commencer par le volet nouveau de cette année, c'est-à-dire les résultats de la partie performance en matière de communication avant de passer à la crédibilité et de remettre secteur par secteur le top 3 et vous présenter le top 3 correspondant. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour vous présenter vos résultats personnalisés. Très bonne journée. Voilà, merci d'être resté avec nous, puisque arrive, Mathieu et Delphine, l'heure du palmarès des entreprises les plus crédibles en termes de communication. Mathieu. Effectivement, Éric, on va vous présenter plusieurs choses avec Delphine. Alors, relativement rapidement, parce qu'un palmarès, sinon, ça peut vite devenir un petit peu pénible ou un petit peu long. Donc, on va vous balayer d'abord très rapidement le classement des entreprises de la communication la plus réussie. Donc, pour rappel, hein, c'est la nouvelle question qui a été posée cette année par les équipes d'Aris Interactive. On aura évidemment l'occasion d'y revenir lors des présentations personnalisées qu'on fera avec chacune et chacun d'entre vous au sein de vos entreprises et où on vous donnera aussi un benchmark concurrentiel. Et donc, je vais vous afficher les résultats des entreprises là qui sont classées au-delà de la 150e position que vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est pas le classement de référence, hein, c'est vraiment le sujet de la performance de la communication. La question qui était posée aux Français, c'est est-ce que parmi ces entreprises, est-ce que vous trouvez que leur communication est réussie? Donc les entreprises qui sont classées entre la 101e et la 150e position, c'est plutôt pour vous faire un petit teaser de la crédibilité premièrement et de tout ce que les équipes d'Aris Interactive, d'Epoca et de Stratégie pourront vous restituer en termes de classement. Les entreprises classées entre la 51e et la 100e position, 21e à 51e position. Alors, on verra qu'il y a évidemment des points communs entre la réussite de sa communication et sa crédibilité, mais il y a aussi des écarts, globalement, pour vous donner un ordre de grandeur, entre de moins 20 à plus 20% en termes d'impact entre crédibilité et réussite de ma communication. Les entreprises classées entre 4 et 20 en termes de communication réussie, et le top 3, donc qui n'est pas le classement officiel Aris Interactive Epoca Stratégie, mais qui est le top 3 des entreprises dont les Français considèrent que la communication est la plus performante. Et on retrouve toutes les composantes de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, du territoire, de la proximité, des entreprises particulièrement visibles, hein, et l'entreprise de Michel-Édouard Leclerc en deuxième position, Decathlon en première position, et Leroy Merlin, donc évidemment un certain typage d'entreprise sur la communication réussie. On va voir avec Delphine s'il en est de même en matière de crédibilité et quels sont les écarts. Et donc Delphine, je vais d'abord te laisser nous donner un panorama sectoriel de ce classement officiel des entreprises les plus crédibles en matière de communication. Promis, on va vite arriver au classement général, mais on va regarder quand même les secteurs, c'est intéressant parce que c'est un reflet aussi de ce qu'on a pu mesurer sur l'ensemble des entreprises testées. Il y a des secteurs qui sont jugés globalement plus crédibles lorsque les entreprises de ce secteur prennent la parole, au premier rang desquels, vous le voyez, les institutions, mais aussi la grande distribution ou la distribution spécialisée, la grande consommation, puis automobile, équipementier. Retenez ces secteurs parce que c'est des secteurs qui évidemment vont générer des niveaux de confiance très élevés dans lesquels on va trouver pas mal de champions de notre palmarès aussi dans le classement général. Et puis il y a des secteurs, vous le voyez de l'autre côté, hein, qui ont plus de difficultés pour les entreprises de ce secteur à avoir une communication crédible.
Si on part du bas, on voit que effectivement le conseil et de l'audit, qui est moins visible aussi dans la parole, est sans doute moins visible, connaît plus de difficultés. On peut citer aussi l'agriculture, l'immobilier, la banque, Crédit Conso, on y reviendra, mais aussi le secteur de l'énergie et de la communication. Or, on sait que ce sont des secteurs qui évidemment sont extrêmement importants pour les Français. Petite question méthodologique, Delphine, comment est-ce qu'il est constitué ce classement? Dans chacun des secteurs, on va sélectionner, bien sûr en collaboration en partenariat avec EPOCA, les grands acteurs du secteur. On va pour chacun d'entre eux demander aux Français, à notre échantillon, si la communication de chacun de ces acteurs, chacune des entreprises est crédible. Ensuite, on va faire une moyenne de la Donc c'est performance. bien un classement a posteriori, ce n'est pas une question qui est posée directement aux Français parce Tout à qu'on a fait. souvent la question par rapport à ça. Donc maintenant, on va vous frustrer, mais c'est volontaire pour pouvoir balayer, mettre en avant tout le monde et puis que vous puissiez évidemment, chacune et chacun à la suite, avoir une restitution personnalisée de l'ensemble de ces résultats. Donc on va balayer les différents secteurs. Il y en a 27, comme nous le disait Eric tout à l'heure, donc qui sont reconstitués a posteriori par les équipes d'Aris Interactive, où il y a grosso modo entre 5 et une vingtaine d'acteurs à chaque fois. Et donc là, c'est les top 3. Et donc, Delphine, je te laisse commencer par les activités de poste et de courrier. Et un secteur où on va retrouver là 3 champions qui ont su répondre à un certain nombre de préoccupations qu'on a balayées pendant les 2 tables rondes. La proximité, la Poste évidemment en est un emblème fort, la proximité territoriale, la proximité au sujet aussi, et puis la capacité à prendre en charge, à prendre en main, à communiquer sur les grands sujets de société. Je pense notamment à DHL, qui est le petit nouveau du podium cette année de ce secteur, à avoir communiqué assez largement sur sa volonté aussi de réduire les émissions carbone qui évidemment sont essentielles. Qui montre bien ce qu'on évoquait tout à l'heure, par des actions très concrètes, très engagées, très incarnées, on peut faire bouger les lignes. Exactement. Un secteur qui n'était pas testé pour l'instant par les équipes d'Aris Interactive, qui est le secteur agriculture coopérative, avec en première position Sodial devant Euralis et Invivo. On verra effectivement si c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Comme le disait Delphine, c'est un secteur aujourd'hui qui, en termes de visibilité, de notoriété, n'est pas très élevé, compte tenu des marques représentées, évidemment, mais c'est important, bien sûr, de vous préciser que c'est indépendant du classement de la crédibilité, puisqu'effectivement, on ne regarde que les entreprises connues sur le pourcentage de crédibilité. On verra comment ça évolue par la suite. Et secteur très connecté, alors là, pour le coup, au territoire, notamment au monde agricole, bien évidemment. Le secteur alimentaire, Delphine? Le secteur alimentaire avec un podium qui reste extrêmement stable. On va retrouver nos grands acteurs historiques d'une certaine manière. Tous ceux qui savent prendre la parole de manière très efficace sur tous les sujets qu'on a balayés aussi tout à l'heure lors des tables rondes, notamment le Made in France, le bio, le circuit court, l'économie locale et la capacité à répondre vraiment aux besoins des Français de voir des entreprises s'investir aussi dans ces sujets-là d'impact, on va dire, au sens large, qu'ils soient environnementaux ou sociétal pour les territoires. Le secteur de l'audit, on l'a vu tout à l'heure, qui était aussi assez bas dans les secteurs en termes de crédibilité globale, avec en première position Deloitte devant KPMG et PwC, un classement qui est assez serré. On aura l'occasion d'y revenir dessus pour les différents acteurs qui ont été testés. À noter un travail assez remarquable réalisé par les acteurs du secteur pendant ces 24 mois de crise sanitaire dans leur stratégie de lien entre leur marque employeur, leur marque corporate et leur marque commerciale, avec des évolutions et des mouvements qu'il y a pu y avoir justement dans ces perceptions, même si là, le top 3 ne change pas véritablement par rapport à l'année dernière. En revanche, pour le secteur automobile et équipementier, on a un petit nouveau là sur le podium. Renault à égalité, donc à la 3e place. Plus largement, dans ce secteur, on va retrouver quand même des entreprises qui, encore une fois, portent une question extrêmement crédible sur des sujets très très importants pour les Français. Je pense à notamment tout ce qu'elles communiquent autour des mobilités de demain. Des mobilités durables, des mobilités évidemment plus respectueuses, évidemment autour des véhicules électriques, mais pas que, de tout l'aspect équipement aussi des véhicules de demain, et qui par ailleurs ont su, pour beaucoup d'entre elles, incarner ce modèle
à la française, ce fleuron français qui va rayonner aussi à l'international. Alors un petit point pour toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui dans nos locaux pour récupérer leur trophée. Si vous n'avez pas pu être présent, évidemment, vous revenez vers les équipes de l'organisation pour soit pouvoir venir le chercher et faire votre petite photo associée pour pouvoir la diffuser et le démultiplier sur les réseaux sociaux. On a la possibilité de venir vous le déposer ou évidemment de vous l'envoyer par courrier, par DHL ou autre pour faire en sorte que vous puissiez en bénéficier avec l'ensemble de vos équipes. Dans le secteur banque, crédit à la conso, toujours le même positionnement, Crédit Mutuel en première position, la Banque Postale, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne, donc des entreprises de proximité, de territoire, ce qui veut bien dire aussi ce qu'on voyait tout à l'heure en termes d'impact. Évidemment, il y a tout le travail que vous faites autour de votre marque, de vos prises de parole. Néanmoins, évidemment, l'ancrage, l'histoire, comme l'évoquaient Arnaud et Béatrice tout à l'heure, de l'entreprise, de la marque, ont un impact dans ces classements. Maintenant, à vous, à nous ensemble, en tant que communicants, de pouvoir faire bouger ces volets-là. Alors, un secteur qui est moins visible, mais la présidente d'IBM France nous l'a extrêmement bien raconté tout à l'heure, c'est aussi un secteur qui a énormément communiqué au cours de la dernière année, je pense à IBM notamment, sur finalement la technologie, oui, mais au service du progrès, au service de l'humain, autour de communication qui remettait vraiment l'humain comme objectif de la technologie. Et on en voit le résultat ici, IBM, Atos, Capgemini sur le podium. Avec, on sait, hein, Atos qui traverse une période relativement compliquée de gouvernance, on voit que l'impact en termes de crédibilité de sa prise de parole est peu impacté finalement. C'est aussi intéressant à constater. On est quand même dans du mouvement long en termes d'évolution sur ces sujets-là. Et c'est évidemment reconnaître à sa juste valeur tout le travail qui est fait par les équipes directement ou indirectement en charge de la communication. Un nouveau secteur, le secteur du conseil en stratégie qui a été évalué par les équipes d'Aris Interactive, donc sur ce panel de 5000 Français. On a vu que c'était le secteur qui était tout en bas du classement tout à l'heure, sans doute pour des volets de connaissances peut-être, mais n'oublions pas que c'est pondéré au regard de la connaissance de ces marques-là. C'est le BCG qui arrive en première position devant Roland Berger et Wavestone. On verra aussi de la même façon comment ça évolue, mais un McKinsey ne se retrouve pas, par exemple, sur le podium. Et le taux en tant que tel de crédibilité du secteur est sans doute une question à se poser pour les dirigeantes et dirigeants de ce secteur. Grande stabilité dans le secteur de la construction, Colas, CFH et Bouygues Construction. Alors là, des champions de ce secteur qui, encore une fois, savent répondre à tous les registres de crédibilité qu'on a mentionnés tout à l'heure, la proximité dans les territoires, bien évidemment, mais aussi l'envie, le besoin de répondre aux besoins, aux nouveaux besoins en matière de construction, d'habitat, de logement. Et on sait que c'est une problématique aujourd'hui centrale pour les Français, bien sûr. Un secteur très haut, hein, le secteur de la distribution spécialisée, un secteur très bataillé avec des acteurs très présents évidemment en termes de communication et de publicité. Cette année de nouveau Leroy Merlin en première position devant Decathlon et Castorama et on le verra tout à l'heure, ce sont des acteurs qui sont très bien classés également au classement général que l'on découvrira dans quelques instants avec Delphine et Eric. Changement dans le secteur éditeur de logiciels avec l'arrivée de Cisco sur le podium et même Cisco qui prend la première place du podium cette année avec une communication aussi assez visible et assez remarquée sur les sujets propres évidemment au cœur du métier de Cisco mais aussi sur des sujets qui correspondent là encore à des attentes autour de la responsabilité de l'entreprise en matière notamment de diversité et d'inclusion. Pas mal de changements aussi dans le secteur entertainment et sport. En première position, toujours la Compagnie des Alpes, suivie d'Ubisoft et de FDJ, donc la Française des Jeux, qui rentre également sur le podium. Une entreprise qui est rentrée en bourse et qui a fait un travail particulier sur le sujet de sa marque. Évidemment, un impact qui se mesure d'ores et déjà auprès des Français. Et là aussi, un raison d'être de Française des Jeux qui a été là encore assez remarquée au cours de l'année 2021. Delphine dit ça parce qu'elle travaille beaucoup avec la Française des Jeux. Parce qu'elle est très remarquée. La grande consommation avec un podium quasiment stable. Là encore, un des acteurs qui sont très proches des préoccupations des Français. Là, c'est la proximité au sujet. On a entendu le président d'HP aussi tout à l'heure. Et une communication aussi qui est capable de donner du sens, de la projection aussi de l'avenir vers, encore une fois, des produits, des services vraiment tournés vers l'innovation positive, bien évidemment,
pour tous les Français. Autre secteur très haut qui va se battre pour le classement général tout à l'heure, le secteur de la grande distribution. Alors la première année de ce classement, il y a maintenant 2 ans de ce palmarès, avec Delphine et Eric, on avait le plaisir d'accueillir Michel-Édouard Leclerc qui faisait l'inauguration de la première table ronde, comme aujourd'hui Béatrice et Arnaud. Et il était très déçu qu'Édouard Leclerc ne soit qu'en 2e position, donc il a dû travailler encore plus sa communication. Donc c'est peut-être pour ça la baguette à 29 centimes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, Leclerc prend la première position, mais les classements sont très serrés. En 3e position, Système U, ce volet local, proximité, territoire, toujours qui s'exprime très fortement. Pas mal de changements dans le secteur immobilier avec Action Logement qui reste sur la première place, mais l'entrée de 3F et Vinci Immobilier, là encore, un des acteurs qui se saisissent dans leur communication, dans leurs actions aussi des sujets vraiment très très sensibles aux yeux des Français sur cette question de l'immobilier, de l'habitat durable, l'habitat aussi partagé d'une certaine manière, l'habitat solidaire, voilà, tous des acteurs qui savent traiter en communication ces sujets très importants aujourd'hui. Alors, petit complément aussi par rapport à ce que nous dit Delphine, on a fait en sorte avec les équipes d'Aris Interactive aussi d'être le plus exhaustif possible en termes d'entreprises de référence dans les secteurs. Ce qui fait, il y a combien d'entreprises de plus cette année qui sont benchmarkées? On a une quarantaine. Une quarantaine, donc ce qui donne évidemment aussi un certain nombre d'impacts dans les différents classements, mais de la même façon, on aura l'occasion de partager ça avec vous. Dans le grand secteur industriel, toujours Legrand en première position, devant Siemens et Ariane Group qui fait son entrée sur le podium. On verra aussi tout à l'heure avec l'Agence spatiale européenne, secteur qui a été aussi beaucoup mis en avant ces dernières semaines et derniers mois, qui ont été mis en avant de la scène médiatique avec Thomas Pesquet très présent, forcément un propulseur, si je puis dire, si vous pouvez me permettre l'expression, pour le secteur et pour les entreprises qui le constituent. Belle expression, le voilà, Agence spatiale européenne. Sur belle la transition, ma chère Delphine. Belle expression aussi. Première marche du podium devant CNRS Marine Nationale. C'est quand même des institutions qui répondent aux grands enjeux de nos sociétés aujourd'hui et qui ont illustré au travers de leur communication leur capacité à prendre en charge, encore une fois, ces enjeux majeurs. Alors, petite question, Eric, pour toi. Je vois que le CNRS est en 2e position. Sophie Chevalon devait être présente. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est que 2e qu'elle n'est pas venue? Non. Sophie nous a informé quelques minutes avant qu'elle était souffrante. Voilà, exactement. Elle n'avait plus de voix, donc ce qui n'était pas très pratique. Donc vraiment, Sophie, on te souhaite un très bon rétablissement. Elle a regardé tout ça. Elle doit nous regarder et donc elle est 2e ex-aequo. D'ailleurs, quand vous regardez cet histogramme, on a vraiment l'impression qu'il y a un fuselage de fusées et 2 moteurs à côté. Ça va décoller. Dans le secteur du luxe, Chanel devant Hermès et devant Richemont, on est sur un trio qui était déjà dans ces positions-là. On verra sur les autres acteurs du secteur. Il y en a certains très connus qui n'en font pas partie. Donc comme quoi la notoriété d'une marque ou sa valeur ou sa valorisation ne sont pas sa perception de sa crédibilité. Donc Chanel devant Hermès et devant Richemont. C'est une marque ombrelle qui recouvre notamment Cartier. C'est moins connu que Hermès ou LVMH. Alors effectivement, on n'est pas en train de mesurer de la notoriété. Et il faut rajouter aussi pour nos auditeurs que les équipes d'Aris Interactive précisent les marques qui sont présentes derrière le groupe correspondant. Je savais bien que je disais un truc intéressant. Mais bien sûr, mon cher Eric, tu dis toujours un truc intéressant. Delphine. Média, stabilité relative, Radio France et France Télévisions sont toujours sur le podium, mais on a une entrée de Netflix dans le top 3 cette année. C'est intéressant quand même de regarder ça parce que là encore, on est bien sur, pour revenir sur notre propos précédent, Eric, qu'on a partagé, c'est-à-dire la montée quand même en puissance de la télé comme média, de vecteur de crédibilité de la parole des entreprises. La radio quand même garde une place non négligeable autour de Radio France. Et puis, il y a un acteur Netflix qui là joue dans le registre de la proximité, on va dire, dans le quotidien des Français. C'est intéressant de voir la crédibilité perçue par les Français pour une marque américaine de ce type-là. On revient sur des sujets beaucoup plus franco-français, mutuelle, assurance. Aucun assureur directement dans le top 3, que des mutuelles. Ces valeurs mutualistes qu'on évoquait tout à l'heure sont source de réassurance, sont source de crédibilité et un podium qui ne bouge pas par rapport à l'année dernière. Exactement. Restauration, hôtellerie, tourisme. Alors, on a un podium stable pour les 2 premières places, Accor, Pierre et Vacances, mais on a un groupe Flow qui arrive en 3e position aussi, avec là encore un des acteurs qui se saisissent aussi de tous ces enjeux de durabilité, de nouveaux, peut-être, nouvelles
forme de restauration, hôtellerie, tourisme, voilà, une espèce de créativité quand même autour de ça, qui souhaitent très largement en termes de communication répondre à des aspirations, encore une fois, très fortes des Français sur ces sujets-là également. Dans le secteur de la santé, secteur ô combien mis en avant ces dernières semaines et ces derniers mois, deux à égalité sur la première place du podium, Pierre Fabre et Roche qui rentrent dans le top 3. Et en deuxième position, donc on a aussi des ex-aequo, Boiron et l'AP-HP qui se retrouvent en deuxième position ex-aequo. Donc une médaille de bronze partagée pour Boiron et l'AP-HP. Services aux entreprises avec Edenred et de nouveau Groupe Up et Bureau Veritas. Donc un podium qui a assez changé, été modifié cette année. Il y a des choses intéressantes sur pas mal de ces acteurs-là. Bureau Veritas, par exemple, a fait une grosse campagne employeur assez remarquée quand même. Autour, a été même nominé top employeur dans certains palmarès, autour justement des sujets qu'on a évoqués aussi, la diversité. On a parlé du ticket restaurant pendant la crise Exactement. sanitaire, donc. Et des communications de ces entreprises qui ont montré qu'elles étaient aussi au service, bien évidemment, des entreprises, mais aussi des salariés de ces entreprises. Communication de proximité, encore une fois, assez marquante. Dans le secteur des technologies, Sony en première position, devant Samsung et devant Microsoft, donc des acteurs internationaux des technologies qui se positionnent aux 3 premières places. Le podium reste le même que l'année dernière. Même chose pour les télécommunications avec un podium très stable, Orange, Bouygues et Free. Ces acteurs-là, bien évidemment, ont occupé une place très très centrale durant la crise sanitaire et continuent en 2021 à être très présents dans la vie quotidienne des Français. En matière de transport, Air France devant le groupe ADP, donc des structures qui sont quand même en difficulté compte tenu de la crise sanitaire, qui continuent à tirer leur épingle du jeu et qui gardent une confiance, une crédibilité dans l'esprit des Français. Et Keolis rentre en 3e position au même niveau que Geodis sur la 3e marche du podium à égalité. Utilities Energy, une 3e place assez, vous le voyez, occupée. Veolia et Enedis partagent la 3e place et on garde, comme l'année dernière, nos 2 acteurs EDF et Engie aux 2 premières places de ce podium. Des entreprises qui vraiment se sont toutes saisies en communication de ce sujet de la transition énergétique, de la responsabilité environnementale de l'entreprise et de leur impact en tant qu'entreprise sur cette question de l'environnement, notamment dans les territoires. Et évidemment, lors des restitutions personnalisées, on aura le plaisir avec les équipes d'Aris Interactive de vous présenter les résultats de votre entreprise et les résultats de l'ensemble des acteurs, évidemment pas que le top 3, pour vous positionner en matière de connaissance de l'entreprise, pour celles qui ne sont pas des marques B2C, crédibilité et performance de votre communication, ce qui vous donne un état des lieux et finalement vous permet de déterminer votre stratégie. On va maintenant passer au classement général, le classement officiel, le classement diffusé à l'instant sur le site de stratégie des entreprises les plus crédibles en matière de communication, tout secteur confondu, en commençant par les entreprises classées au-delà de la 150e position. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler la raison pour laquelle nous ne précisons pas les classements en dehors du fait, et le chiffre de chacun, en dehors du fait que ce serait un petit peu difficile à lire et à identifier, c'est que lors de la création de ce palmarès, on a eu une directrice de la communication qui nous a appelé en nous disant « Je suis sûr que je fais partie des derniers », ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais peu importe. « Je vais me faire tuer par mon président, j'ai peur de me faire virer. De grâce, ne diffusez pas les classements des entreprises qui sont mal classées. » Donc depuis, on se continue à garder cette jurisprudence d'une entreprise que je ne citerai évidemment pas. Donc voici les entreprises au-delà de la 150e position. Les entreprises classées entre 100 et 150, un petit mot Delphine dessus. Oui, on va trouver des entreprises qui vont répondre encore une fois au registre de la crédibilité qu'on a évoqué lors des 2 tables rondes, notamment la proximité, on l'a dit, mais aussi des modèles d'entreprises qui sont des entreprises souvent perçues comme françaises ou ayant leur siège en France, qui sont des fleurons aussi de la France. Des entreprises de services aussi également qui vont là encore mettre bien en avant leur impact quand même sur le quotidien des Français, être aux côtés des Français dans la proximité de leurs sujets, de leurs préoccupations, etc. Donc un palmarès qui reflète vraiment ces critères de crédibilité de la communication des entreprises. Les entreprises classées entre la 51e et la 100e position commencent à se rapprocher petit à petit des premières places. Voilà, très proches les uns des autres. On y reviendra avec chacun d'entre vous, mais on a effectivement souvent des scores extrêmement proches
à quelques places. D'un autre côté, il y a 250 entreprises, il n'y a que 100%, donc à un moment donné, il y a forcément des ex-aequo si on ne peut pas aller après la virgule. Et même si Delphine et ses équipes ont un échantillon très large, on ne peut pas dire qu'à la virgule près, ce soit un écart conséquent. Donc vous verrez, il y a pas mal d'ex-aequo. Alors là, pour la lecture du classement, on l'a fait à la virgule, mais quand on vous présentera vos classements, évidemment, il y a beaucoup plus d'égalité. Alors Delphine, les entreprises classées entre 21e et 50e place. Donc beaucoup de vainqueurs sectoriels qui sont dedans, donc ça commence à être très bien. Voilà, et pour les raisons qu'on a évoquées juste à l'instant, on va retrouver évidemment tous les secteurs à peu près dont on a parlé. On a vu au tout début que selon les secteurs, la crédibilité mécaniquement était plus forte dans certains secteurs que d'autres. Il y a des secteurs qui sont plus porteurs aussi de crédibilité, d'autres qui sont un peu moins visibles, un peu moins porteurs. On retrouve cela également dans le palmarès. On est proche des premières places. Donc un mix effectivement entre le secteur et puis finalement le travail de fond qui est fait sur ma marque. Et le travail de communication, et tu le disais Mathieu tout à l'heure, il y a aussi un lien avec comment on a jugé la communication. Est-ce qu'on l'a jugée performante aussi, Beaucoup d'entreprises qui sont là, on va dire, dans les 50 premières places, sont celles aussi qui ont été jugées performantes souvent en matière de communication. Alors sans plus tarder, les entreprises classées entre 6, on va garder le top 5 pour le révéler dans quelques instants, entre 6 et 20. Là aussi, des vainqueurs sectoriels, vous les reconnaissez pour la plupart d'entre eux. Et là, on a une bonne diversité des secteurs, et c'est extrêmement important, mais qui, encore une fois, nous ramène à nos registres de crédibilité de la prise de parole des entreprises, la proximité physique, territoriale des sujets, le modèle français, ou le modèle, tu l'as rappelé tout à l'heure, pour un secteur en particulier, coopératif, mutualiste, des modèles un peu alternatifs aussi qui remplissent certains critères de crédibilité aussi aujourd'hui aux yeux des Français. Pour vous donner quelques ordres de grandeur en termes d'évolution possible d'une année sur l'autre, on dit et on observe que globalement, une évolution de plus de 5% est très significative d'une année sur l'autre. Ça représente sur un peu plus de 250 entreprises, moins d'une vingtaine d'entreprises qui ont une évolution positive ou négative de plus ou moins 5 points. Donc encore une fois, beaucoup de stabilité dans tout ça, parce qu'on est sur des projets au long cours où les impacts que vous pouvez mesurer sont plutôt à 3 ans plutôt qu'à 6 mois. Ça, c'est pour parler aux directions générales qui voudraient que tout change du jour au lendemain. On parlait d'inscription à la durée tout à l'heure, mais je crois qu'il faut aussi regarder les résultats par rapport à 2020, mais aussi le point de départ, qui est aussi la première édition. La crise sanitaire. Juste avant la crise sanitaire, et on a de très très beaux succès de communication en l'espace de 2 ou 3 ans, ce qui pour une thématique aussi lourde que la communication est assez remarquable, mais on en parlera avec plaisir à chacun. Terrain réalisé, j'ai dans l'oreille des questions par rapport à ça, le terrain a été réalisé en décembre, c'est ça, sur le mois de décembre 2021, et donc c'est pour ça que c'est le classement. Un peu en pleine crise sanitaire encore. 2022, oui, mais c'était pas la même, on mettait plus trop les masques, etc. Alors, Delphine, le top 5 qui est très serré. Très serré, parce qu'on a mis 4 entreprises ex-aequo, avec un Leroy Merlin qui prend la première place de ce podium, qui, encore une fois, on l'a vu dans son secteur, mais qui a rayonné très très largement. Leroy Merlin, c'est très intéressant, c'est de la proximité, voilà, on le sait évidemment. Et puis, c'est aussi pendant le confinement, Delphine, beaucoup de Français qui se sont mis à bricoler. Exactement, et des actions. Et à jardiner. Et des actions de Leroy Merlin pour les soignants, pour bien sûr. Des tas de sujets très très remarqués, et une communication employeur qui est aussi extrêmement remarquée. Voilà le résultat. Alignement, marque corporate, marque commerciale, marque employeur, c'est la clé de la réussite. Eric, c'est le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Delphine, merci Mathieu, merci à tous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques. On se donne rendez-vous pour le prochain classement des entreprises les plus crédibles en termes de communication. Merci.